Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter. Et oui, comme d'habitude, Denise Mkendi vous balade chaque jeudi. Nous sommes à Limete, 10e rue. Ce beau décor que vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est l'École nationale du cadastre et titres immobiliers. Rappelons que lors de son discours en décembre 2011, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avait fait de la réforme foncière l'une des priorités du gouvernement. Un constat amer ressort de nos sondages. 90% des conflits dans nos cours et tribunaux sont liés aux fonciers. Parlons-en aujourd'hui avec le ministre des Affaires foncières, le professeur Robert Mbinga Bila. Pour l'heure, je voulais suivre l'activité du ministre. Juste après, je reviens avec lui pour l'interview. La République démocratique du Congo veut et tient à redorer le blason longtemps terni dans tous les domaines, spécifiquement dans le secteur du foncier. Et pour y arriver, ce grand pays veut être présent sur l'échiquier international dans le cadre de la réforme sur la loi foncière. C'est la mission d'une forte délégation congolaise conduite par le ministre des Affaires foncières, le professeur Robert Mbinga Bila au Burundi. La République démocratique du Congo a une longueur d'avance dans ces secteurs. C'est ce qui ressort de ces assises qui ont connu la présence du deuxième vice-président et ministre burundais de l'eau, de l'environnement et de l'urbanisme. Ce qui prouve la mobilisation au sommet de l'État. Le professeur Robert Mbinga Bila n'y était pas comme spectateur, mais les participants ont eu un cours sur l'expérience foncière de son pays. La loi foncière de 1973 n'abroge pas la loi Bakaji. Au contraire, elle confirme le droit de propriété de la terre. Trois adjectifs: propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible. Donc nous n'avons aucune contradiction lorsque nous disons que la terre appartient à l'État et à l'État seul. Nous devons nous capitaliser dans le cadre de la réforme. Le ministre a aussi accordé des audiences aux experts de la Banque mondiale ainsi que le MOAMI. Et le ministre exprime sur les récits de son voyage. Je rentre d'une mission officielle de Bujumbura, la capitale du Burundi, où j'ai été participé à la deuxième édition de Journée foncière de la sous-région des Grands Lacs. Ces rencontres foncières sont importantes dans la mesure où elles permettent de pouvoir appréhender la problématique foncière au niveau sous-régional. Vous savez tous les problèmes que nous avons avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda, nos trois pays frontaliers de l'Est. Et comme le président de la République nous l'a dit, ces guerres interminables de l'Est de notre pays sont, quand on va au fond des choses, d'origine foncière. De réfléchir ensemble sur les solutions à apporter à ces problèmes d'origine foncière pour que demain, le foncier, comme le veut le chef de l'État, la terre soit une source de la cohésion nationale, que la terre soit une source de la paix et de l'unité nationale, et que la terre soit une source ou un facteur de développement et de la prospérité. Cette action matérialise la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, celle de la révolution de la modernité dans les fonciers, un secteur stratégique pour restaurer la cohésion sociale à travers le ministère des Affaires foncières du professeur Robert Mbinga Bila. Excellence, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. C'est vrai que vous revenez d'un long séjour au Burundi. Vous y étiez dans une conférence qui parle du foncier. Aujourd'hui, on rentre un peu démocratique du Congo pour parler encore foncier. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de conflit foncier. C'est vrai que, comme vous le dites souvent, 90% des problèmes qu'on trouve dans les cours et tribunaux sont liés au foncier. En tant que professeur, d'abord, pouvez-vous définir un peu à nos téléspectateurs le mot même, le conflit foncier, et comment on en arrive à cela? Bien, merci beaucoup. Je pense que les conflits fonciers est au cœur de la réforme foncière
que nous sommes en train de mener au sein du ministère à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a constaté effectivement que les conflits fonciers, non seulement ils sont nombreux et ils sont de nature et de gravité différentes, ils en arrivent jusqu'aux guerres que nous connaissons dans la partie est de notre pays. Ces conflits fonciers sont à la base de la destruction de la cohésion sociale, de l'unité et de la paix dans notre pays, et c'est pour cela que le président de la République nous a prescrit de pouvoir mener cette réforme foncière pour améliorer, d'abord mettre de l'ordre et améliorer la gouvernance foncière de manière à pouvoir éradiquer, si c'est possible, en tout cas réduire les conflits fonciers dans notre pays, compte tenu de leurs conséquences dont je viens de parler, les violences, les guerres, et malheureusement, qui entraînent mort d'hommes. Qu'est-ce qu'il faut entendre par conflit foncier? Simplement, c'est une situation où il y a des personnes, des communautés ou des institutions qui s'opposent sur le droit de propriété ou le droit de jouissance par rapport à une portion de terre ou par rapport à l'exploitation même des ressources naturelles. Lorsque vous apprenez, par exemple, qu'il y a tout dernièrement un conflit dans la province du Kasaï oriental avec mort d'homme malheureusement, c'est autour de l'open des terres, c'est autour de parfois des étangs, parfois de rivières. Donc, disons que toute situation dans laquelle il y a opposition entre deux parties, qu'elles soient des personnes physiques, qu'elles soient des personnes morales, qu'elles soient des institutions ou des organismes, qui s'opposent et qui se disputent en réalité le droit de propriété ou le droit de jouissance par rapport à la terre ou par rapport aux ressources naturelles, eh bien nous parlons de conflits fonciers. Donc c'est une situation où des gens ou des organismes ou des communautés se disputent des droits de jouissance ou des droits de propriété sur un lopin de terre et sur ce qui est dans la terre. Ça peut être l'eau, ça peut être la forêt, ça peut être les espaces de chasse, donc du gibier et ainsi de suite. Voilà un peu ce qu'il faut entendre par là. Alors, je disais aussi qu'ils sont de nature variée et d'intensité aussi variée. Nous avons des conflits qui, je peux dire, le plus simple, c'est des disputes verbales entre deux individus, peut-être même parfois par écrit, hein, entre des individus autour du droit de jouissance. Bon, généralement, les gens, il y en a un qui dit c'est à moi, l'autre dit non, 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 c'est pas à toi, c'est à moi. Et finalement, comme ils ne se mettent pas d'accord par rapport d'abord au droit de propriété ou de jouissance, donc ils finissent par créer un conflit foncier. Et normalement, ce conflit foncier, il devrait pouvoir recourir à l'arbitrage, par exemple, de l'administration des affaires foncières. Très souvent, ils enjambent l'administration des affaires foncières et vont directement à la justice. Et c'est ce qui fait que, comme je le répète souvent, nos cours et tribunaux sont inondés de dossiers et de procès qui sont en fait pour la plupart à 85-90% d'origine foncière. Les causes de ces conflits fonciers aussi sont multiples. On peut parler en premier lieu des comportements humains. Il y a beaucoup à dire sur les comportements de nos concitoyens par rapport à la possession, par rapport à l'accès à la terre et aux ressources naturelles.
beaucoup estiment, peut-être parce qu'il a une certaine puissance ou un pouvoir, qui peut être un pouvoir économique, qui peut être un pouvoir politique, qui peut être un pouvoir, disons, de par le maniement des armes. Je parle de nos frères en armes qui sont les militaires, qui sont les policiers, ou peut-être par un pouvoir, je veux dire, ancestral, n'est-ce pas? Beaucoup estiment qu'ils ont le droit de pouvoir non seulement eux-mêmes disposer de la terre, mais également, en fait, pouvoir, je veux dire, gérer la terre, la distribuer, la vendre, alors que, au terme de la loi, ils n'en ont pas compétence, ils n'en ont pas qualité. Très souvent, par rapport au comportement humain, vous voyez des gens qui vendent la même portion de terre à 2 ou 3 ou 4 personnes, simplement parce que c'est le goût du lucre, n'est-ce pas? Je vais avoir de l'argent, donc je vends au plus offrant. Et naturellement, les 3 ou les 4 qui ont acheté le même terrain, chacun va venir revendiquer le droit de jouissance sur ces terrains ou les droits de propriété, et à partir de là, effectivement, ça crée un conflit. On peut également, par rapport à notre administration, parce qu'on nous les reproche souvent, citer les cas où, par exemple, on émet des titres de propriété sur un même lopin de terre, mais on en met 2 ou 3, là aussi, par gain du lucre, n'est-ce pas? Et donc, on fait croire à des individus différents que chacun d'eux est propriétaire ou a le droit de jouissance sur un lopin de terre. Les autres, c'est des conflits, c'est aussi, par exemple, ce que nous avons qui sont dus aux institutions et aux lois, n'est-ce pas? Nous avons dans notre pays connu différents régimes. Du temps de la colonisation, par exemple, on a eu à attribuer des grandes concessions foncières aux entreprises industrielles, aux entreprises agro-industrielles, aux entreprises minières. Vous savez, ces concessions sont allées jusqu'à englober les terres sur lesquelles les villageois, depuis leurs ancêtres, faisaient leurs activités de survie. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'habitat aussi. Ça aussi, aujourd'hui, nous avons un problème énorme. C'est de pouvoir permettre aux villageois, aux communautés locales, comme nous les appelons dans la loi, de ne pas pouvoir être marginalisés sur leur propre terre, terre sur lesquelles d'ailleurs la loi leur reconnaît des droits acquis de jouissance. Nous avons également des conflits qui naissent à partir de la superposition des titres. Nous avons une loi foncière, nous avons un code minier, nous avons un code des hydrocarbures, nous avons un code forestier et nous avons différents ministères qui sont compétents pour ces différents domaines. Malheureusement, nous n'avons pas ce que nous appelons de tous nos faits aujourd'hui, un cadre de concertation et de collaboration entre ces différents ministères. Ça fait que le ministre des Affaires foncières que je suis peut accorder une concession pour usage agricole, par exemple, à un individu, à un concitoyen, à une société. Si le lendemain, le ministre des Mines, via son administration, accorde sur cette même concession un carré minier, eh bien, ça écrase les droits de propriété du concessionnaire agricole, n'est-ce pas? Donc nous avons une superposition des titres qui se fait, non pas parce que c'est la même administration foncière qui délivre ces titres, mais parce que chacune des administrations de nos différents ministères qui avons la gestion de la terre et des ressources naturelles, eh bien chaque administration délivre des titres
le carré minier pour l'exploitation minière, le permis d'exploitation pour le pétrolier, la concession forestière pour nos amis de l'environnement. Et là aussi, ça pose des problèmes. Donc je pense que nous devons naturellement pouvoir, au niveau de la législation d'abord, arriver à faire une législation qui soit harmonieuse. C'est-à-dire que nous devons extirper de nos différents codes. Le code foncier, ou la loi foncière, le code forestier ou la loi forestière, si on peut l'appeler ainsi, les codes miniers, les codes agricoles, tous ces codes-là, c'est-à-dire toutes les lois qui régissent les activités de différents ministères qui interagissent sur le sol, nous devons pouvoir faire un toilettage de ces lois pour en extirper tout ce qui est dispositions conflictuelles, dispositions contradictoires, de manière à ce que nous ayons une législation foncière qui va nous permettre de gérer en harmonie à la fois le sol, les sous-sols, avec ce qu'il contient. D'autre part, comme nous l'avons dit dans le cadre de la réforme, en ce qui concerne les conflits, nous souhaitons désengorger les cours et tribunaux en instaurant, comme c'est le cas par exemple en ce qui concerne la législation du travail, une instance extrajudiciaire de règlement de conflits par la négociation. Ce sont les expériences qui sont en train d'être tentées dans le sud et nord Kivu par les partenaires avec lesquels nous avons été à Bujumbura, par exemple UN Habitat, par exemple la coopération suisse, également d'autres partenaires, RI et tous ceux qui nous accompagnent là. Pourquoi est-ce que nous souhaitons qu'il y ait d'abord cette instance extrajudiciaire de règlement des conflits? C'est parce que nous avons constaté que le jugement, lorsqu'il est rendu, donne raison à une partie et condamne l'autre, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en réalité, il y a toujours une partie qui reste avec des frustrations. Or, très souvent, pour des gens qui vivent dans une communauté, dans la même ville, ce n'est pas bon justement qu'il y ait au niveau de la cohésion sociale, au niveau de l'unité, au niveau de la paix, ce n'est pas normal qu'il y ait dans le quartier, dans l'avenue, deux voisins qui se regardent en chien de faïence parce que l'un, maintenant, il bombe le torse, voilà, moi j'ai gagné, donc je fais ce que je peux faire. Alors que le règlement à l'amiable, l'instance que nous voulons instaurer, devrait pouvoir amener les protagonistes à une solution consensuelle où on n'a ni vainqueur ni vaincu, de manière à ce que finalement, c'est la sagesse, un peu cette sagesse de nos ancêtres, avec les vertus de l'arbre à la palabre, qui doit nous permettre de pouvoir effectivement réduire toutes les tensions qui naissent d'abord des conflits fonciers eux-mêmes, mais ensuite de jugements qui sont rendus, même quand ce sont des jugements rendus en disant effectivement le droit, le fait qu'il y ait un vainqueur et un perdant pose toujours problème parce que celui qui a perdu reste avec des frustrations et attend l'occasion de pouvoir se venger ou contester encore, et donc on n'arrange pas les problèmes et on n'arrive pas à consolider la cohésion sociale par des jugements. C'est comme ça que nous souhaitons, dans le cadre de la réforme, que nous puissions introduire cette instance extrajudiciaire de règlement des conflits par la négociation, et ce sont les expériences que nous sommes en train de réaliser avec les partenaires dans le Sud Kivu et qui, je pense, effectivement donnent de fruits et permettent d'espérer que demain nous aurons à la fois à réduire le nombre et l'intensité des conflits fonciers, mais aussi que nous permettrons de pouvoir trouver des solutions qui vont consolider la cohésion sociale.
Excellence, merci pour l'éclaircissement. On va commencer par les questions de nos téléspectateurs et je voudrais entre-temps éclaircir aussi l'opinion que vraiment c'est inutile d'aller voir le ministre lorsque vous avez un problème parce que les personnes qui sont tout autour du ministre sont les collaborateurs, c'est les chefs de conservateurs des titres et les chefs de division de cadastre. Les chefs de division des cadastres. Donc à chaque diffusion de ce magazine, nous allons commencer à faire passer une bande avec l'adresse de toutes les circonscriptions ici à Kinshasa. On commence par la première question d'un père qui est à l'étranger. Il a demandé à son fils, c'est-à-dire pour une empreinte, de l'échanger contre son titre de propriété, mais le fils a fait établir ici au Congo un certificat d'enregistrement et a vendu la parcelle. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Si je comprends bien, papa est propriétaire d'une maison avec un certificat en son nom. Il a besoin d'un financement et il demande à l'enfant de contracter un emprunt en banque, n'est-ce pas? Et en mettant, disons, en hypothéquant l'immeuble, en remettant le certificat à la banque. Mais l'enfant, au lieu d'aller prendre l'emprunt et de pouvoir hypothéquer le certificat, il s'est fait faire un certificat en son nom pour vendre la maison. Bien. Il l'a déjà vendu, je suppose, parce que pour que le papa comprenne et soit au courant des manœuvres que faisait son enfant, c'est que la maison a déjà été vendue et probablement peut-être aussi les titres de propriété pour les nouveaux acquéreurs, c'est-à-dire les certificats d'enregistrement peut être établis. Bien, tout ce qu'il peut faire, c'est de pouvoir aujourd'hui, je pense, saisir la justice pour accuser son enfant. C'est malheureux, mais c'est ça aussi les conflits fonciers. Et c'est ça les comportements humains dont je parlais qui sont à la base des conflits fonciers. Mais je pense que pour le moment, tout ce qu'il peut faire, c'est d'aller en justice contre son enfant pour faux et usage de faux, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait établir un certificat en son nom, un certificat d'enregistrement en son nom, alors que il ne lui avait pas cédé la maison, et il a vendu, donc il y a aussi une autre infraction pénale, c'est l'estélionnat, ça, n'est-ce pas? C'est le fait de vendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc je crois que tout ce qu'il peut faire pour le moment, c'est d'aller en justice, et si la justice lui donne raison, en principe, on prendra des décisions au niveau de la justice de pouvoir annuler le certificat qui a été établi au nom de l'enfant, et celui qui a été établi probablement au nom du nouvel acquéreur pour le rétablir lui dans ses droits. Alors, ceux que l'enfant a escroqués n'auront qu'à se retourner encore une fois contre lui pour le faire également traîner en justice. Un téléspectateur du Kiatanga veut savoir, en fait il a acheté une maison avec un certificat d'enregistrement, il veut demander comment procéder à la mutation et quel est le coût. Il a acheté une maison qui avait déjà un certificat d'enregistrement. Donc son propriétaire, au moins lui, connaît la loi. Il sait que quand il a mis en valeur sa parcelle, qu'il a construit sa maison, il ne faut pas se contenter du papier ou des factures de ton architecte et des maçons. Il faut plutôt aller à la circonscription foncière territorialement compétente par rapport à la situation de votre parcelle pour effectivement demander d'obtenir un certificat d'enregistrement, c'est-à-dire un titre de propriété sur cette maison-là. Et c'est ce que son vendeur a fait. Maintenant qu'il lui a vendu cette maison-là, et je suppose que ce n'est pas l'enfant qui est allé vendre clandestinement, c'est le propriétaire lui-même. En lui vendant la maison, en principe, il lui remet aussi l'original du certificat d'enregistrement, n'est-ce pas? Pour prouver que les droits de propriété sur cette maison, moi j'y renonce en votre faveur. Donc avec ces certificats, l'original de ces certificats d'enregistrement et avec la facture ou l'acte de vente, eh bien il va se présenter à la circonscription foncière, la même qui a émis le certificat d'enregistrement de son vendeur pour dire procédons maintenant à la mutation. Dans les termes de notre administration, il faut donc changer le nom, n'est-ce pas? Et on va établir un nouveau certificat qui va être mis au nom de l'acheteur, n'est-ce pas? Ça s'appelle la mutation. Et la mutation, c'est connu,
encore un autre comportement humain dont je peux parler. Je suis convaincu que mon concitoyen du Katanga a acheté cette maison. Je ne sais pas dans quel quartier de la ville de Lubumbashi se trouve cette maison. Il l'a achetée peut-être à 100 000 francs congolais. Hein? Bon, pour ne pas dire dollars. Mais parce qu'il sait qu'il faut payer des droits, des taxes. Au lieu de déclarer la valeur réelle d'acquisition de la maison, nos concitoyens d'habitude rabattent le montant. Ils disent non, je te paye 100 000 $, mais seulement que j'ai acheté ça à 30 000. Ça aussi, c'est un comportement qu'il faut abandonner, n'est-ce pas? Dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, ce sont de faits et gestes, des comportements que nous ne devons pas continuer de tolérer et d'accepter. Donc, j'espère qu'il fera la déclaration du montant exact qu'il a eu à payer. Et sur ces montants-là, il devra payer comme pour la mutation. C'était au départ 6%, mais dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, nous sommes revenus à 3%. Donc il va payer des frais de mutation qui s'élèvent à 3% du montant de la vente de la maison. Maintenant, je lui dis, si jamais ils ont minoré ça, notre administration, qui va constater qu'une maison dans tel quartier et de cette dimension-là ne peut pas valoir 30 000 $, nous allons demander à nos experts immobiliers de pouvoir évaluer, n'est-ce pas, cette maison et de déterminer la valeur de cette maison. Et c'est sur base de ce montant-là, déterminé par nos experts immobiliers, qu'on calculera le 3%. Donc, mieux vaut ne pas tricher, déclarer exactement ce qu'on a payé et pour permettre qu'il n'y ait pas une réévaluation de votre immeuble que vous avez acquis par nos services afin d'asseoir la base taxable sur les 3% de frais de mutation. Excellence, on va terminer sur une bonne note. Il y a un téléspectateur qui veut savoir qu'en est-il du site Lutendele, ex-CPA, parce qu'on est en train de vendre des terrains là-bas. Je voudrais bien que mes amis qui appellent et qui nous donnent ces informations-là, nous donnent ces informations avec les précisions. Qui vend? Parce que dire on est en train de vendre, alors c'est qui? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, j'ai toujours dit que la loi foncière précise que c'est le ministre des Affaires foncières qui est celui qui distribue la terre. Il y a des compétences qui sont reconnues au gouverneur des provinces. Il y a par délégation le ministre des Affaires foncières qui permet à son administration foncière et particulièrement au conservateur des titres immobiliers également de pouvoir distribuer de la terre et de signer les titres de propriété. Et si ce n'est pas cela, notre frère doit savoir déjà que ce qui se fait est donc quelque chose d'anarchique. Deuxièmement, je voudrais, puisqu'il parle du site de Lutendele, je voudrais lui dire qu'il n'y a pas un lotissement sur ces sites-là. Ces sites appartenaient, au moins une bonne partie de ces sites appartenaient à un sujet expatrié. Mais il avait du personnel sur la concession, et notamment les gardiens. Le gardien est également décédé. Et c'est la succession, c'est-à-dire les enfants du gardien, sachant que leur père était gardien de la concession de cet expatrié qui est mort, qui ont voulu revendiquer le droit de propriété sur cette concession. Il n'en est pas question parce que ce n'est pas parce que vous êtes sentinelle que vous êtes le propriétaire de la maison que vous... où vous êtes sentinelle. Et donc, tout ce qui se fait là, je dois le dire, c'est de l'anarchie. Et l'anarchie, on ne peut pas tolérer ça. On doit remettre de l'ordre là-dessus. Je crois qu'il y a déjà des équipes de notre administration
foncières qui sont sur terrain pour mener des enquêtes. Parce qu'effectivement, comme il y a vente, il y a donc des constructions anarchiques, il y a également des empiètements, c'est-à-dire les gens qui occupent des espaces de cette concession sans titre sans droit et titre. Et donc, ce que je dis à notre concitoyen, qui ne se laisse surtout pas, lui, emballer pour se dire « Ah, moi aussi, je vais aller chercher une parcelle là-bas », parce que tout ce qui se fait là est anarchique. Nous allons, après le rapport d'enquête de nos services, prendre les mesures pour remettre de l'ordre, parce que c'est ça la mission qui nous a été donnée, remettre de l'ordre dans la gouvernance foncière pour éradiquer les conflits et pour sécuriser les droits et les titres de propriété. Excellence, merci de nous accorder une fois de plus votre temps. Merci beaucoup. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reporter, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique qui m'accompagne. Coordonnée par Gabriel Passissamba, réalisé par Wamoucha Lakamba, assisté de Jean Simaïele. Ce magazine est monté par Charmant Lelo Zolana ainsi que Karel Devokolo. Ce magazine est interactif et participatif. Le numéro se trouve au bas de cet écran. Et comme d'habitude, cette fois-ci, vous retrouverez les adresses de toutes les circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa en bande passante. Mes big dédicaces s'en vont aussi à Madame Nicole Dibambou Kitoko Bwanga, Madame la DGAI de la RTNC. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous regardent même tardivement. Je vous dis au revoir. On se retrouve la même chaîne, la même heure.